Bonjour à tous, merci d'être venus, aussi nombreux, aujourd'hui, à cette présentation liée aux risques chimiques qui va durer, une petite heure avec, on va essayer de faire 15 minutes de questions à la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder dans un coin de votre tête et puis, on pourra en échanger, par la suite. Malheureusement, vous êtes trop nombreux pour qu'il y ait des échanges directs, donc on va plutôt garder pour la fin les questions. On va faire ça comme ça. Moi, je m'appelle, Quentin Mdaoui, je suis toxicologue à Prévention Santé Travail 35. Je suis docteur en toxicologie et j'interviens, en accompagnement des entreprises et des équipes médicales sur vous l'aurez deviné, je pense, tout ce qui est lié au risque chimique. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de soudage et de risques reprotoxiques avec Magali. Donc le risque chimique, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez mal compris, malheureusement. Alors que ça concerne quand même beaucoup de secteurs différents. On a souvent la représentation des industries en chimie lourde ou, des têtes de mort sur des flacons, alors qu'en fait, il y a des risques chimiques partout dans notre quotidien, que ce soit des produits d'entretien, des fumées de soudage, des poudres, des poussières de bois ou des poussières de silice cristalline, par exemple. Ce qui montre quand même l'ampleur du travail à faire et puis là, je pense qu'on a un bon aperçu du nombre de secteurs d'activité différents, parmi vous. Donc voilà, je vais te laisser te présenter, Magali. Donc bonjour à tous, donc moi je suis, Magali Lebert, donc je suis, préventrice, au sein de Santé Prévention BTP 35. Je suis référente sur le risque chimique, et amiante notamment, au sein du service. Donc voilà, je vais avoir les mêmes, demandes auprès des entreprises et je travaille pour les médecins du travail, du secteur du BTP, sur tout le département du 35. Donc on va commencer cette table ronde, donc que l'on va co-animer et on va, comme le disait, tout à l'heure, Quentin, merci. On va, faire un petit, caout, pour voir un petit peu les idées reçues sur, le risque chimique qui est omniprésent, dans notre environnement. On va, voilà, refaire un petit tour d'horizon très succinct sur le risque chimique pour savoir de quoi on parle, parce que le sujet, il pourrait être développé sur plusieurs heures, mais on nous a accordé 1 heure, donc on va essayer d'être assez concis. On va voir les cas pratiques avec, donc le cas des femmes enceintes et puis, les fumées de soudage qui peuvent toucher à la fois des activités du BTP que des activités, en inter-entreprise, suivies par PST 35 et voilà, on laissera la place ensuite aux échanges. Les infos autour du risque chimique. En France, les dernières estimations, qui sont d'ailleurs sûrement sous-estimées, c'est à peu près 30 des travailleurs salariés qui sont exposés à un produit chimique au quotidien et à peu près 10 qui sont exposés à au moins un cancérogène, ce qui fait environ 3 millions de salariés français, si on compte pas les indépendants, qui sont exposés à des risques. Ça montre quand même l'ampleur du problème. Surtout qu'on focalise beaucoup sur les cancérogènes, mais il y a également les reprotoxiques qu'on va un peu aborder aujourd'hui et toutes les substances, sensibilisantes, hein, qui sont susceptibles de provoquer des allergies cutanées et respiratoires et qui sont un vrai fléau en santé au travail. Est-ce qu'on a une masse critique suffisante pour commencer? Pas de Vous avez réussi, ceux qui voulaient se connecter, ouais? Alors sur l'image que vous allez voir apparaître par la suite, vous pouvez identifier ce qui, selon vous, correspond à des agents chimiques. Pardon, je m'écarte. Donc vous avez 30 secondes pour répondre. Donc on a sur l'image, un fût de produits, un mécanicien visiblement qui travaille avec des huiles usagées, un soudeur et puis un moteur thermique. Donc dans cette question, effectivement, tout le monde ou la majorité ont identifié, comme produit chimique le mélange, de d'acide formique et de formaldéhyde qui était dans ce cas de figure. Donc là, on est bien sur un agent chimique. Et dans les agents chimiques, on a également tout ce qui est émission. Donc ça veut dire tous les produits de dégradation, donc les fumées de soudage, les poussières de bois, les poussières de silice, les huiles usagées. Donc tous les produits de dégradation, de mélange, de dégradation thermique, par rapport à des plastiques. Tout ça, ça fait partie de la famille des agents chimiques. Donc quand on parle de risque chimique, bah, ça intègre cette grande famille produits manufacturés et des émissions. Et pour certaines qui sont classées CMR par le code du travail, hein, comme, les huiles usagées issues des moteurs thermiques à combustion. Donc un petit en tête, avec, Armora qui est en tête pour le moment.
Alors, à la lecture de l'étiquette qui va se présenter par la suite, est-ce que ce produit présente un danger pour vous au niveau de la santé? Vrai ou faux? Je pense qu'on a toutes les réponses, presque. Donc, vrai, effectivement, ce produit, présente un danger pour la santé. Vous avez dû voir des mentions de danger qui sont apparues avec une phrase H, quelque chose, donc H300, donc pour des mentions de danger. Le petit piège ici, souvent, on le voit apparaître des étiquettes qui n'ont pas de pictogramme et on se dit: «Bah, il n'y a pas de danger». Or, le fait de ne pas avoir de pictogramme dans une étiquette ne veut pas dire qu'on n'a pas de substance dangereuse à l'intérieur, hein. Elle peut être soit en dessous d'un seuil qui ne va pas déclencher cet étiquetage et ce pictogramme, soit elle n'est pas classée non plus au niveau européen aujourd'hui, mais elle peut être, classée selon, d'autres, références comme notamment le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer. Donc on reste toujours avec une personne en tête, Armora. En manipulant les produits, le salarié ne sent aucune odeur et se sent protégé. Est-ce selon vous suffisant? Que l'on entend très souvent. Ah, c'est bien. Donc effectivement, c'est faux, ne pas se fier à notre odorat. Il y a des substances qui ne sont tout simplement, non odorantes et toxiques. Je prends tout simplement le monoxyde de carbone, hein, qui fait encore des morts, tous les ans, à part des combustions incomplètes. Et il faut aussi avoir en tête qu'une personne qui travaille avec des produits chimiques, tous les jours, va avoir une accoutumance à ces produits et on ne va pas avoir ce même seuil olfactif individuel qui va évoluer par rapport aussi à cette accoutumance. Et c'est vrai que même les gens qui sont habitués à l'odeur de leurs produits, en fait, se surexposent par rapport aux nouveaux arrivants. Parce ils vont tolérer des concentrations de plus en plus élevées avec leur expérience et ça devient dangereux sur le long terme. On a une personne qui est toujours en tête, Armorea, qui ne voilà, indétrônable pour le moment. Un petit vrai faux. Alors sur l'image suivante, est-ce que le salarié est correctement protégé? Il porte un demi-masque, à cartouche, Et les cartouches sont de couleur, ouais. marron, voilà, avec du javel. La cartouche marron, c'est la cartouche A, pour ceux qui se posent la question. Mmh. Ah, donc là, le résultat était déjà un petit peu plus, mitigé. Donc il y avait 2 choses, 2 erreurs sur cette image. La première, effectivement, la couleur de la cartouche. La cartouche, marron en A est réservée aux solvants organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65°. Donc ça, vous allez avoir des petits dépliants si vous voulez, pour vous rappeler tout ça, à la sortie. Donc là, on était sur du javel. Le javel, c'est un solvant qui est inorganique et pas organique. Donc dans ce cas de figure, on est plutôt sur une cartouche de couleur, j'ai avalé la couleur, mais en tout cas, on est sur le B, donc Du gris, voilà, bien. du gris, tout simplement. La deuxième erreur, sur cette image, c'était notre cher monsieur qui portait ce masque. Il était, avec une belle barbe, comme c'est, la mode aujourd'hui. Donc, un masque pour qu'il soit étanche au niveau de la peau, faut qu'on ait absolument pas de barbe ou alors il faudrait changer le modèle et adapter à la morphologie et à la typologie du métier. On peut changer le modèle de barbe aussi, c'est possible. Il y a un document d'ailleurs québécois sur les types de barbe en fonction des types de masques qui existent. C'est les gens qui veulent garder la barbe quand même, c'est possible. Dans tous les cas, j'invite, les salariés à réaliser des tests d'étanchéité pour s'assurer qu'il y a une bonne étanchéité entre le masque et la peau du visage et comme ça on ne se pose pas la question. Sinon, c'est vrai que ça sert strictement à rien, autant qu'ils en portent pas, hein. Au moins, ils auront une vision du risque. Non, mais c'est vrai, hein, ça sert vraiment à rien s'il y a la barbe. Bon, on a toujours Armorera qui est là, qui va venir, en tête. Et pour une dernière question, en évaluant le risque chimique à ce poste de travail, vous allez avoir une image. À quoi devez-vous être vigilant? Alors, la femme de droite, c'est des ondes sonores qu'on voit au-dessus de son c'est ça, hein? C'est du bruit.
Eh bien, effectivement, on doit tenir compte quand on fait une évaluation du risque chimique à la nature et à la quantité des produits utilisés, c'est le b.a-ba pour pouvoir commencer notre inventaire. Au nombre de salariés présents, parce que selon, il peut y avoir des coactivités, des expositions indirectes. On n'est pas forcément, uniquement les personnes qui vont manipuler les produits qui vont être, exposées aux risques chimiques, mais ça va être toutes les personnes qui vont être autour qui peuvent aussi l'être. Et on va faire attention au bruit. Donc félicitations aux 3 personnes qui ont trouvé cette réponse-là, parce que ce n'est pas évident. On a des produits qui s'appellent autotoxiques. Ça peut dire qu'en fait, il y a une coexposition entre le bruit et les solvants notamment ou des métaux. Certains métaux, certains solvants et certains médicaments vont, rendre inefficace, on va dire signal, et le moyen de protection de notre oreille par rapport à la nuisance sonore. C'est vrai que les ototoxiques, donc les produits qui sont toxiques pour l'oreille humaine, soit vont empêcher l'oreille de réguler le débit sonore finalement ou carrément l'endommager en tant que tel. Le trichloroéthylène par exemple détruit l'oreille humaine, donc il faut faire attention à ces produits-là. En cas de coexposition chimie-bruit, il y a vraiment des synergies toxiques sur l'oreille humaine, donc il faut faire attention à ces produits, comme tu l'as dit, métaux lourds hein, surtout, Mmh. solvants organiques et puis, les agents qui sont asphyxiants, anoxiants comme, le CO, le monoxyde de carbone par exemple. Donc on retrouve, le styrène, xylène, éthylbenzène, toluène, plomb, en métaux, je ne sais plus, Arsenic, mercure, arsenic, cobalt, voilà. tout ce qu'on peut imaginer comme métaux. Eh bien, en podium, je crois qu'il y aura pas de surprise. Donc nous allons avoir, 3 personnes qui seront sur, la en tête, dont, Armorea, si je me trompe pas? C'est ça. Donc félicitations. OK. C'était quelles personnes qui sont sur le podium? D'accord, bravo. OK, je reviens. Ouais, je me lance, c'est une petite présentation, faite par, l'OPPBTP, je crois, hein? Non, pardon, par l'AIH33, c'est le service de santé de Bordeaux, qui ont fait cette vidéo, pédagogique qui est très bien faite, hein. Donc, il y a beaucoup d'outils sur le web, en prévention santé au travail. Alors, je vais pas vous faire une conférence, sur la toxicologie, mais il y a quelques, comment je vais dire ça? Il y a quelques petits points qu'il faut comprendre en fait pour comprendre avoir les clés de compréhension suffisantes pour faire de l'évaluation du risque chimique et pour faire de l'évaluation, il faut comprendre quelques concepts clés. Ah, il y a 3 termes à comprendre et après avec ces 3 termes, le reste de la présentation va se dérouler et je vais prendre tac. Donc le premier terme à comprendre, c'est le danger, qui correspond à la nocivité, donc à la toxicité d'une substance chimique. Elle est vraiment intrinsèque à cette substance chimique. Une substance peut être par exemple cancérogène, comme le formol, elle peut être, corrosive comme l'acide sulfurique. C'est une notion en puissance. L'exposition, ça va être le contact entre la substance chimique et le corps humain, le contact interne ou externe en fonction d'où on va aller la détecter et le risque, ce n'est qu'une probabilité de survenue de pathologie. Donc le risque, en fait, c'est, une chance, un risque d'avoir un effet de santé, négatif. Donc le risque se situe vraiment à cette intersection entre un danger et une exposition. Sans exposition, il y a pas de risque. C'est vraiment l'exposition à un danger qui fait le risque. J'utilise souvent la métaphore comme ça du lion parce que ça peut paraître assez simpliste, mais en fait ça ne l'est pas parce que notre travail en tant que préventeur passe par ce schéma-là, en fait. Ici, le danger est représenté par un lion, donc vous l'aurez compris, le risque, c'est de finir un peu dans son estomac et le jogger n'a pas de protection spécifique, donc le risque est très élevé. Le premier levier en prévention, en fait, c'est de jouer directement sur le danger, en substituant, en trouvant une alternative à ce danger-là. Par exemple, si vous remplacez un lion, affamé par un chaton, rassasié, tout de suite le risque, il est maîtrisé. Ou bien on peut jouer directement sur l'exposition, en mettant en cage le lion, en mettant une clôture autour de lui ou en formant, des dresseurs, par exemple, pour puis avoir accès à son appétit féroce. Ou bien, en dernier recours, avoir recours, pardon, aux EPI, donc aux équipements de protection individuelle, mais si vous mettez une armure à un jogger, en fait, donc il ne saura plus croquer les mollets, et ce sera pas très facile de courir avec. Les EPI, c'est assez contraignant pour les salariés et c'est pas très efficace. C'est pour ça que ça arrive toujours en dernier recours, en prévention. Donc vous avez vu qu'on peut jouer à la fois sur les dangers, donc la toxicité en tant que telle, ou bien sur l'exposition pour faire de la prévention en santé au travail et je vais y revenir un peu plus. Donc faut vraiment pas confondre ces 2 notions entre danger, exposition et risque. Souvent, il y a une confusion assez forte, alors que vous verrez que ça correspond à des pans de l'évaluation qui sont très différents. Donc là, vous l'aurez compris, le risque, c'est une probabilité d'effet de santé. Donc le danger, c'est vraiment ce qui constitue le produit, les substances, les mélanges de substances ou bien les agents émis, les émissions qui proviennent de l'utilisation d'un produit. L'exposition, c'est que ce que fait le travail dans son environnement
avec les procédés utilisés et les protections en place, tandis que le risque, c'est ce que vit dans son corps le salarié. J'entends tout le temps ces phrases, c'est pour ça que je les ai mises ici, en entreprise. C'est le produit est dangereux, donc c'est forcément un risque. C'est complètement faux. En fait, s'il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de risque. Si le produit est utilisé, par exemple, dans un environnement confiné, complètement clos, sans rupture de confinement possible, le risque n'existe pas. Un produit qui n'est pas étiqueté, pas de problème, hein. Ça, c'est aussi complètement faux pour pas mal de raisons. Il peut y avoir, par exemple, des cas où les salariés sont plus vulnérables, lors de la grossesse ou de l'allaitement, par exemple. Et là, on ne pourra pas exposer une femme enceinte à certains produits qui ne sont pas étiquetés, comme les hydrocarbures, les alcools, les éthers ou compagnie. On a des EPI, donc le risque est maîtrisé. Là aussi, c'est faux parce que souvent les EPI sont mal utilisés malheureusement. C'est compliqué de bien utiliser un EPI. Le meilleur exemple, c'est le demi-masque qui est porté avec de la barbe, sans test d'ajustement et donc qui n'est pas du tout efficace. Dans ces cas-là, autant ne pas le porter. Donc là, je vous ai mis 3 exemples, où en fait on a danger, exposition, risque. Un produit CMR qui est dans une armoire hermétique ventilée, bah, le danger est important vu que ça reste un CMR, mais en soi l'exposition est, quasiment impossible, donc le risque est minime. Un solvant qui n'est pas classé, par exemple, on pourrait prendre de l'acétone, le danger est très faible de l'acétone, mais par contre l'exposition peut être forte parce qu'il est extrêmement volatile, hein. C'est pour ça qu'on le sent très fort l'acétone. Souvent on tombe sur des ateliers où il y a un grand paquet de solvant, qui est ouvert et laissé toute la journée, à se volatiliser dans l'ambiance, donc l'exposition est très, très forte et donc le risque devient modéré, malgré le fait que le danger soit en fait très, très faible à la base. Le dernier exemple, c'est un produit corrosif qui est manipulé avec des protections, donc finalement il n'y a pas d'exposition et donc le risque là encore est nul, hormis les conditions, d'incident ou d'accident qui sont possibles, hein, mais qui peuvent être mises en place, par les scénarios d'exposition. Prises en compte, pardon. Quels sont les documents liés, au risque chimique? Si on veut vraiment faire simple en fait, il y a que la fiche de données de sécurité qui est centrale. Elle est centrale parce que déjà c'est un document réglementaire, hein. Il est réglementairement obligatoire que vous l'ayez et que vous la transmettiez à votre médecin du travail ou au service de santé. Et sans elle, il y a pas de prévention possible. Donc c'est un document de prévention et un document réglementaire. Une fois que la transmission est faite, vous pouvez faire une évaluation des risques chimiques de votre côté ou avec votre service de santé et consigner en fait la synthèse dans votre document unique. Et en fonction de cette FDS, parce que finalement j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais la FDS, ça fait le lien entre un produit et les substances qu'il contient. Ça marche très bien ce truc-ci. Donc on a finalement accès à la composition des produits et donc les dangers qui s'y trouvent, pour vous rappeler un peu ce que je vous ai montré juste avant. Une fois qu'on connaît les dangers qui s'y trouvent, les substances, on peut savoir si ce sont des substances qui sont soumises à contrôle de leur valeur limite. S'il y a des substances dans vos FDS qui sont soumises à contrôle de valeur limite, vous aurez également les résultats de métrologie à fournir à votre service de santé et à mettre, en place dans notre évaluation des risques. Et en dernier recours aussi possiblement la fameuse liste, de CMR qui date de 2024. Vous devez, fournir une liste des salariés exposés au CMR depuis 2024. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on pourra aborder ça dans la session de questions-réponses, par la suite. En tout cas, sachez qu'on a sur notre site internet un document tout fait, qui vous explique très bien les choses, qui vous guide pas à pas et qui est assez simple en fait. Une fois que vous avez fait, l'analyse des FDS, tout le reste en découle de façon assez simple. Et dernier point avant d'enchaîner sur un peu les cas d'études, qui vont nous intéresser, aujourd'hui, c'est la démarche globale d'évaluation des risques chimiques et le rôle en fait du SPSTI là-dedans. Pour faire simple, il y a vraiment 2 phases à l'évaluation des risques chimiques. Il y a une phase qualitative qui vient à qualifier, à caractériser les dangers, les substances et ensuite, en fonction de cette première phase, s'il y a besoin, il peut y avoir une phase quantitative où on vient quantifier les expositions et donc là, vous retrouvez ce que je vous disais au début, danger, phase qualitative, exposition, phase quantitative et si vous avez danger, exposition, vous avez accès à la synthèse du risque et donc du coup, l'évaluation du risque. Donc comment on peut faire ça? La première phase, c'est l'inventaire, donc ça, c'est vraiment l'entreprise qui doit le réaliser, hein. Quels sont les produits? Quels sont les FDS associés à ces produits? Ensuite, l'évaluation des dangers en découle. Est-ce qu'il y a des CMR, des produits sensibilisants, des produits dangereux, corrosifs? Est-ce qu'il y a des produits qui peuvent être problématiques pour une femme enceinte, pour un travailleur qui serait, asthmatique, par exemple? Pardon. Et à l'issue de cette première phase vraiment qualitative d'étude, on passe à l'évaluation des expositions, si nécessaire, en fonction des caractéristiques de vos dangers. Si vous avez par exemple 4 produits qui sont très volatiles, il y a fort à parier qu'en étant volatiles, il y en ait dans l'atmosphère de travail des salariés. Il sera alors nécessaire de mesurer les expositions pour savoir si ça présente un risque pour les salariés qui travaillent. Il y a plusieurs types de mesures de l'exposition possibles. En tête de liste, la métrologie en temps réel. On a des appareils, qui permettent de le faire, hein, de mesurer par exemple l'exposition aux composés organiques volatiles, en temps réel, pour voir un peu l'intensité de l'exposition et les lieux dans l'entreprise qu'il faudrait prioriser pour faire ces mesures et ensuite les métrologies atmosphériques.
qui sont des valeurs, 8 heures au poste. Les salariés portent, un badge de prélèvement et puis il y a l'analyse derrière, en fait, de ce qu'ils ont, ce qui a été prélevé. La biométrologie, ça concerne vraiment la partie plus médicale. J'ai On n'aura pas trop le temps de l'aborder aujourd'hui, mais il y a certaines, substances qui nécessitent un suivi en biométrologie, notamment le plomb. En dernier lieu, il y a tout ce qui est, suivi, sensibilisation et accompagnement, en fait, de la part du service de santé. Donc une fois qu'on peut avoir accès à ça, on peut dire quel est le risque, faire une restitution à l'entreprise, organiser des sensibilisations des salariés, par exemple, lorsque c'est nécessaire et puis mettre en place un plan d'action, et les recommandations et puis, essayer de suivre leur efficacité, si possible. Donc voilà les étapes, en fait, les grandes étapes de la démarche de l'évaluation du risque chimique. Maintenant, sur le peu de temps qui me reste, je vais vous parler rapidement de quelques cas de substances coprotoxiques parce que c'est un peu un angle mort de la prévention qu'on ne prend pas assez en compte. Il y a pas mal de sources d'incompréhension, donc je vais vous montrer quelques exemples simples et puis quelques éléments clés à retenir, avant de repartir, ce soir. Donc qu'est-ce que le risque reprotoxique? Alors en fait, c'est les substances qui posent 2 soucis, soit des problèmes qui altèrent la fertilité, de la fon donc la capacité à altérer la fonction reproductive chez l'homme ou chez la femme, hein. C'est d'ailleurs à parts égales 50-50, c'est pas plus l'un ou l'autre qui est touché par les problèmes de fertilité. C'est souvent, à tort associé aux femmes et c'est complètement faux. Ou bien les problèmes de développement de l'enfant, donc les effets sur le développement fœtal, donc de l'embryon du fœtus et sur l'allaitement également. Donc j'ai imaginé une entreprise lambda avec, 4, types de postes. Un poste laboratoire, un poste sérigraphie, donc d'impression et un poste plasturgie. Celui-ci, je vais pas vous le présenter parce qu'en fait, on a un peu dépassé sur le temps et il est assez complexe. Mais vous aurez de toute façon le PowerPoint, vous pourrez la regarder. Ça concerne les cocktails et les mélanges à des les expositions, pardon, à des mélanges de substances, qui sont toujours un peu compliqués à prendre en compte et là qui méritent vraiment d'avoir un toxicologue ou au moins un préventeur avec vous. Donc je vous conseillerais plutôt de revenir vers nous si c'est le cas dans votre entreprise. Le premier cas, du coup, c'est le laboratoire. On a des laborantines qui travaillent avec des produits. L'inventaire FDS a montré qu'il y avait 2 produits identifiés à risque avec des pictogrammes et des mentions de danger et notamment une substance problématique parce qu'elle est CMR R1B. Donc les éléments d'étiquetage, vous les avez ici, donc il y a tout l'ensemble, tête de mort et compagnie. Surtout dans ce qui nous intéresse, celui-ci peut nuire à la fertilité et pourquoi est-ce qu'il est présent? Parce qu'il y a la substance bisphénol A qui est présente, donc là, c'est la rubrique 2, hein, qui fait état des mentions et des pictogrammes. Et en brique 3, vous avez des substances concernées. Le bisphénol, hein, qui est bien présent ici déjà et qu'on voit alors vous ne voyez peut-être pas d'où vous êtes, mais c'est 10 et puis le classement, européen, autour du bisphénol A. Là, c'est le cas le plus simple, vous n'avez pas trop besoin de vous poser beaucoup de questions. Vous avez, 2 produits qui sont CMR1, donc R1B, hein, pour être précis. Donc pour les femmes enceintes ou allaitantes, là, il y a une interdiction totale d'utilisation et d'exposition. C'est réglementairement contraignant, donc la question est assez simple. Donc l'employeur doit proposer un changement de temporaire d'affectation aux salariés qui sont concernés. Le deuxième cas, il est un peu plus difficile, mais finalement, vous verrez que la conclusion est exactement la même. Donc c'est le poste sérigraphie, donc là j'ai pris, des substances qu'on trouve régulièrement dans ces postes-là. Il n'y a pas de pictogramme spécifique, donc a priori, on pourrait passer à côté de quelque chose d'assez important. Une mention qui est assez rarement trouvée parce qu'elle est nouvellement arrivée dans le monde réglementaire, c'est celle-ci. Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. Donc c'est H362 et c'est tout ce que vous trouverez, sur ce produit-là, sur la fiche de données de sécurité. Pourquoi est-ce qu'il y a cet, affichage? C'est parce qu'il y a des paraffines chlorées, donc c'est une des substances qui a été classée par l'Europe. Donc vous pourrez cliquer directement ici, vous tomberez sur la page de l'Europe qui fait mention de tout ça, du classement harmonisé H362 et c'est exactement la même chose que quelque chose qui est classé R1. En fait, là encore, vous avez une interdiction totale d'utilisation et d'exposition à ces produits lors de la grossesse et de l'allaitement, qui concerne vraiment les 2. C'est ce qu'on appelle la catégorie supplémentaire, via l'allaitement, selon la classification réglementaire. C'est le code du travail, hein, qui mentionne ça comme ça, c'est un peu étonnant. Donc là, j'attire votre attention sur le fait que cette mention de danger n'a pas de pictogramme. Donc vous n'avez pas de pictogramme, il n'y a rien qui affiche clairement la dangerosité de ce produit-là, alors qu'il ne peut pas être, utilisé ou du moins utilisé même à proximité d'une femme enceinte ou allaitante. C'est très important. Donc dernier cas de figure, parce que le quatrième, j'aurai pas le temps de le faire, c'est l'atelier plasturgie. 2 produits avec des substances dangereuses qui sont pulvérisés, avec un pistolet, en général toluène et styrène et qui sont tous les 2 des substances, reprotoxiques de type 2. Donc on peut voir les éléments d'étiquetage avec, l'homme rayonnant, les dangers et susceptible de nuire au fœtus. Donc c'est H361, la mention de danger associée,
aux reprotoxydes de type 2. On peut voir également, ici dans la rubrique 3 que le styrène est bien concentré à très forte concentration, d'ailleurs 50, et bien R2, il est pulvérisé volatile, donc ils vont faire des particules qui vont être inhalables et déposées sur la peau, sachant que ces substances ont la capacité de traverser la peau et de passer dans le sang assez rapidement. Donc il y a une exposition qui est potentiellement très importante par inhalation et par voie cutanée. Donc la conduite à tenir, c'est qu'il faut l'exposer à minima, en fait, les salariés. Par le principe de précaution, impose une prévention vraiment renforcée, prioritaire. C'est pas contraignant au niveau réglementaire parce que les CMR2 sont pas considérés comme des CMR par le code du travail, mais en termes de prévention, la démarche reste la même. Parce qu'en fait, un CMR2 n'est pas nécessairement moins dangereux qu'un CMR1. C'est juste qu'il n'est pas classé de la même façon par la loi. La charge de preuve est moins forte pour les CMR2 que pour les CMR1. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins dangereux pour la santé. Donc l'employeur peut proposer, il n'est pas obligé de le faire, un changement temporaire d'affectation, mais voilà, ce n'est pas une obligation réglementaire. Donc le toluen, typiquement, ça affecte énormément la fertilité des hommes. Donc là encore, on pourrait passer à côté de l'information principale, hein, c'est qu'il peut être susceptible de nuire au fœtus, mais surtout que ça nuit énormément à la fertilité des hommes. Il y a des garages, enfin, ou des endroits en général, hein, qui travaillent avec beaucoup de toluen, où il y a des nombres de salariés qui n'arrivent pas à avoir des enfants, par exemple. Ça nuit au développement de l'enfant, l'allaitement, etc. Donc c'est pas du tout un danger qui concerne que les salariés avec un grand E. Dans ce cas-là, le mieux, c'est de passer par une phase de mesure, hein, pour voir un peu où se situe l'échelle du risque et de contacter votre service de santé pour avoir une aide sur la question. Donc c'est vrai pour tous les solvants organiques volatiles, hein, c'est pas vrai que pour le styrène et le toluène, il y a toute une palanquée de substances qui sont concernées, xylène et compagnie, et j'en passe. Donc ça, j'aurais pas le temps de vous en parler, parce que je vais juste conclure et laisser un peu parler Magali, parce que j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. C'était pour savoir comment faire en général pour prendre en compte des mélanges de substances. Sachez juste qu'il y a une technique pour le faire, alors qui n'est pas forcément adaptée à tous les solvants, mais en général, par exemple, les services entretien et maintenance ont affaire à beaucoup de substances qui ne sont pas forcément réglementées et qui ne sont pas considérées comme toxiques, alors qu'elles le sont pour les femmes enceintes et allaitantes. Donc à retenir, bon, c'est un peu sauté les images, je m'en excuse. Donc à retenir pour, voilà, pour repartir avec des infos, c'est les risques reprotoxiques touchent les hommes et les femmes, que sans FDS, il n'y a pas de prévention, que l'absence de mention et de picto ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Ça, j'insiste vraiment là-dessus, surtout pour les femmes enceintes. Attention aux effets cumulés de plusieurs expositions. C'est un vrai risque qui est encore mal pris en compte. Et j'aurais peut-être dû commencer par ça. Le risque maximal, en fait, il est durant le premier trimestre de grossesse. Parce que vous avez notamment la mise en place des organes, qui a lieu grosso modo entre la troisième et la huitième semaine de grossesse. Et en général, les femmes déclarent leur grossesse à l'employeur après le premier trimestre, donc après que la phase critique d'exposition soit survenue. C'est un petit peu tard de déclarer sa grossesse une fois qu'elle est en place. Pour l'entreprise, il faudrait qu'elle ait déjà fait en fait une évaluation des risques et qu'elle ait des solutions de repli, des alternatives, des scénarios d'exposition, soit de reclassement ou bien, des conditions particulières. Donc faites-le en amont toujours, et il faut que toutes et tous soient au courant qu'il y ait des postes qui soient exposants à certaines substances qui poseraient problème pour la grossesse. Je vous ai juste rappelé la démarche STOP, mais je pense que ça vous le connaissez déjà, hein, c'est comment est-ce qu'on peut faire de la prévention avec des produits, des agents chimiques dangereux. On substitue en priorité et ensuite on passe aux mesures techniques, opérationnelles et on finit par les EPI, systématiquement. Donc voilà, je te laisse la parole Magali, pour la partie sautage. Merci Quentin, et juste, pensez aussi, les services de santé au travail, bah, bien évidemment, il y a toute une équipe médicale qui est derrière. Il y a une équipe de préventeurs, il y a une équipe de médicale et on travaille tous ensemble. Dans le cas des femmes enceintes, je vous invite surtout à communiquer auprès de vos de vos salariées féminines, en leur expliquant que si elles ont besoin, d'aller voir le médecin du travail, elles peuvent demander une visite à la demande, et ça, c'est capital. Ça veut dire qu'elles peuvent faire une visite sans que l'employeur est au courant, et ça reste dans la confidentialité, et nous, on s'occupe d'aller faire les études de poste dans ce cas-là, de manière anonyme dans les entreprises, ce qui n'est pas toujours simple, mais en tout cas, c'est fait avec un respect de, voilà, de la sécurité et du secret médical, dans ce cas de figure. Voilà. On va aborder un deuxième cas, donc qui est du soudage en atelier, donc que vous pouvez, rencontrer, et là, je vais vous expliquer un peu une démarche qui a été, faite avec, notre service de santé au travail, en équipe, et je vais vous expliquer, bah, jusqu'où on a pu aller avec l'entreprise. Alors le contexte, l'entreprise, elle a été créée en 2021, donc bien évidemment, je me tairai sur le nom de l'entreprise et puis, voilà, je vous donnerai pas d'informations sur ce sujet-là.
Donc elle a été, donc c'est une entreprise qui fait du soudage. Elle a adhéré à notre service en 2021. Donc suite à ça, on a vu, les salariés en visite d'embauche par l'équipe pluridisciplinaire et au cours de ces entretiens, en fait, les salariés ont remonté, en fait, qu'ils étaient incommodés par, les fumées de soudage dans leur atelier. On a été faire, élaborer la fiche d'entreprise avec, donc pour le coup, ça a été fait avec une infirmière et moi-même parce qu'il y avait un contexte assez particulier et on s'est aperçu qu'à la fois l'employeur et les salariés méconnaissaient complètement le danger lié, en fait, aux fumées de soudage. Donc il y a vraiment un sujet. Donc on leur a posé la question, on a regardé un petit peu des conditions de travail et on s'est dit: «Bon, ça vaut peut-être le coup d'aller faire, en fait, une étude spécifique sur le soudage, sur cette activité pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience, de la part de tout le monde, qu'il y a vraiment un risque, en fait, hein, là-dessus». Et cette étude, on l'a menée en partenariat avec, bien évidemment, l'entreprise, nous et la CARSAT. La CARSAT parce que l'entreprise était aussi d'accord, en fait, d'inviter la CARSAT dans ce partenariat-là. Alors l'objectif de l'étude, c'était vraiment d'améliorer la prévention du risque, aux fumées de soudage. Et pour ça, ça s'est passé en 3 étapes. La première, c'est d'identifier les phases exposantes. La deuxième, d'évaluer l'exposition des salariés et la troisième, d'identifier des solutions et un plan d'action pour aller en face. Dans l'atelier, il y avait 3 activités principales. Une première étape de préparation de la pièce où en fait, ils enlevaient de la matière. Une deuxième étape de rechargement en soudage, c'est-à-dire qu'en fait, ils rajoutent une matière avec des caractéristiques techniques spécifiques et une troisième étape de finition, de meulage pour rendre la pièce, propre et parfaite, au niveau de leurs, critères et cahier des charges techniques. En termes d'analyse toxicologique, donc on a commencé par identifier les risques, hein, les dangers, pardon. Donc là, les fumées de soudage, ce sont quoi? Ce sont à la fois des particules et à la fois des gaz, où on va retrouver, voilà, différents gaz. Il faut savoir qu'au niveau européen, dans le règlement CLP, enfin en tout cas au niveau de l'Europe et au niveau France, il n'y a pas, les fumées de soudage ne sont à ce jour en fait, non classées cancérogènes avérées pour l'homme. Néanmoins, au niveau international, au niveau du cirque, depuis 2017, on sait que les fumées de soudage sont cancérogènes avérées pour l'homme. Donc il n'y a pas de question pour nous, on prend bien en compte en fait, ce danger-là. On regarde attentivement, la FDS en fait du métal d'apport. Pourquoi? Parce que le métal d'apport, c'est 95 heu, des fumées de soudage, en fait. La composition des fumées de soudage est faite en lien avec le métal d'apport et là, le métal d'apport, c'est de l'inox avec des concentrations très fortes, quand je dis très fortes, on était à quasiment 40 de chrome, de nickel, de manganèse et de fer. On sait que le chrome, le nickel, ce sont des cancérogènes avérés au niveau des fosses nasales notamment et poumons. Et le manganèse, lui, il peut provoquer des troubles psychologiques et neurologiques et surtout des syndromes pseudo-parkinsoniens à terme. Donc vraiment des métaux qui ont, voilà, une caractéristique, forte au niveau toxicologie et un risque vraiment, très présent. Sur le flux, donc le flux, c'est quoi? C'est quelque chose qui va protéger le soudage. Donc là, il y a pas de gaz qui protège le soudage pour éviter qu'il s'oxyde, c'est un flux, donc c'est une poudre en fait. Cette poudre, elle est composée de silice cristalline à 15. Donc vous êtes peut-être pas sans le savoir, mais les travaux exposant poussière de silice cristalline est désormais classé cancérogène avéré pour l'homme et ce flux était en plus recyclé. Donc ça veut dire que dans le flux, on avait à la fois de la silice et des métaux qui se rechargeaient dans ce flux. Donc double cocktail. Donc quand on regarde juste, voilà un petit peu, sans encore voir le travail réel, on se rend compte qu'en analysant, juste les FDS, on a des quantités de silice qui pourraient être importantes, des métaux, des poussières alvéolaires et des poussières inhalables, heu, en danger présent. Donc on a continué notre exploration et là, on a fait des observations. Donc on a observé l'atelier pour savoir un petit peu comment il était, cheminé. On a regardé l'activité réelle, sur les 3 étapes de préparation, de soudage et de finition. On a regardé les conditions de travail, où le personnel se change, quelles sont les salles de pause, comment sont gérés les EPI et cetera et cetera. On a émis un certain nombre d'hypothèses, donc en se disant: «Bah, oui, la silice cristalline, on va la retrouver dans le soudage et par exposition en direct avec la coactivité ou dans l'environnement, dans l'atelier, le bureau et les salles de pause et les métaux, on va les trouver, bah, en phase préparation, en phase de soudage, de finition et puis également par la coactivité». Donc là, on passe sur la deuxième étape où on va aller évaluer l'exposition. À quoi sont exposés les salariés? Donc on a dit qu'il y avait 2 familles, différentes, des métaux et de la silice. On a fait de la métrologie atmosphérique, donc là, pour le coup, c'est la CARSAT qui nous a accompagnés pour faire ça. Donc ça a été complètement pris en charge financièrement aussi par la CARSAT. Donc avec des pompes qui ont été posées
sur les salariés et des pompes qui ont été posées en ambiance. On a fait des prélèvements surfaciques au niveau des mains des salariés et puis, de différents lieux de vie, donc la cuisine, le vestiaire, les bureaux, pour voir s'il y avait de la présence de poussière métallique, sur ces endroits-là. Et on a également, fait, bien évidemment, avec l'accord des salariés, des prélèvements urinaires et sanguins pour voir leur imprégnation en métaux, au niveau du corps. Je passe un peu, sur, l'interprétation, des VLEP qu'on peut faire au niveau de la métrologie atmosphérique. Ce qui est important dans notre cas de figure, c'est qu'en fait, au niveau individuel, on a trouvé des fortes présences et des dépassements de VLEP avérés sur le chrome et les poussières alvéolaires au niveau du soudage et également sur l'étape 3 de finition, on a retrouvé tout un panel de, voilà, de toxiques, présents, qui dépassent fortement la VLEP. En ambiance, on n'avait pas de dépassement de la VLEP. Sur les prélèvements surfaciques, alors là, on la voit pas la référence qui est indiquée ici, c'était une référence qui est donnée par la CARSAT, sur des études qu'ils ont pu réaliser, où on est à 0,04, donc on est vraiment très, très bas et juste sur les mains des salariés, vous voyez la quantité de métaux, en fait, qui sont présentes, même s'ils utilisaient des gants, hein, pour sur ces travaux-là, donc on est quasiment 100 fois aux valeurs de référence de la CARSAT, sur tous les postes. Dans l'environnement, on a présence avérée de métaux, donc là, dans la cuisine, donc c'est-à-dire là où ils prennent leur pause, hein, dans les vestiaires, sur les portes des casiers, les poussoirs des robinets et dans les bureaux. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des dépôts de poussière métallique partout dans l'atelier et dans toutes les parties qui vont à côté. On a réalisé également donc des prélèvements urinaires, enfin non, en tout cas des recueils urinaires et les prélèvements sanguins et je me suis juste arrêtée sur le chrome et le nickel, mais en fait, on a une confirmation qu'il y a des expositions professionnelles qui sont non négligeables au sel de chrome chez les salariés présents dans cet atelier. En nickel, on avait des expositions qui étaient fortes et en manganèse sur la partie sanguine, on était sur des niveaux qui étaient, similaires à la valeur de la population générale donc voilà, donc pas d'inquiétude non plus particulière sur le manganèse. Donc sur cette exposition, aussi sur ces évaluations, ça nous a confirmé qu'en fait, on avait, par, inhalation, une exposition des salariés de manière très importante aux fumées de soudage, aux poussières métalliques, au chrome et au silice. Par, contact cutané et ingestion à risque avéré au niveau des éléments métalliques, parce que toute leur zone, en fait, de pose était malheureusement contaminée et une imprégnation des salariés, de façon non négligeable par voie professionnelle au niveau des selles de chrome. Donc là, le tableau est dressé et on se dit, là, il y a vraiment, besoin d'accentuer et de renforcer la prévention qui est mise en place dans cette entreprise. Donc, au cours des observations, on a identifié les sources d'émissions avec un certain nombre de paramètres qui pouvaient justifier, en fait, l'exposition des salariés et la contamination diffuse. Je rentre pas dans le détail, c'est pas le but, c'est de comprendre le principe. Suite à ça, donc on a fait un certain nombre de groupes de travail, de restitution et on a, avec, l'appui de la CARSAT aussi, travaillé sur tout un plan d'action. Donc, pour, justement améliorer les conditions de travail en travaillant à la fois sur la substitution des métaux d'apport, sur du, travail collectif, avec, de l'aspiration et là, il y a eu toute une étude en fait, de ventilation qui a été menée par la CARSAT et normalement c'est bon, on devrait avoir, un bâtiment qui est ventilé, à la fin juin. Donc, voilà, ça prend du temps mais c'est fait. Des mesures organisationnelles qui ont été revues avec des cheminements qui ont été revus, des lavabos à d'autres endroits et cetera qui ont été mis en place. Une protection individuelle qui a été renforcée le temps qu'on mette en place, toutes ces mesures, de protection collective qui est beaucoup plus longue à mettre en place. On a renforcé donc et demandé de faire un renfort au niveau du nettoyage, du vestiaire, voilà, il y a eu aussi des actions qui ont été menées et puis une grosse sensibilisation sur les règles d'hygiène au niveau des salariés. Donc, pour vous montrer qu'en fait, bah, la partie prévention, elle va vraiment, de l'identification à l'exposition, à l'évaluation et puis des pistes d'action et par ces moyens-là, on a réussi aussi à sensibiliser à la fois les salariés et les chefs d'entreprise sur ce sujet. Bon, je pense que on l'a un petit peu évoqué tout au long de notre, échange. Donc on est vraiment là, bah, en tant qu'expert de prévention pour vous accompagner sur ces sujets, donc à la fois de l'inventaire avec, l'analyse des FDS, le repérage des émissions et des procédés de travail,
à procéder à l'évaluation des dangers et pour ça, on a des outils, nous, internes au service de santé au travail pour le faire et on s'appuie sur, bien évidemment, la bibliographie et les bases de données. On est également, équipés pour pouvoir faire de la métrologie en temps réel. Alors, on n'est pas sur des contrôles réglementaires accrédités, c'est pas du tout notre objectif, hein. On est là pour faire de la détection, à titre indicatif pour pouvoir repérer les situations de travail exposantes. Donc pour aussi faire des études de poste et des observations pour vraiment cibler où doit se passer votre prévention dans votre entreprise et puis on est en appui, pour, vous aider à élaborer un plan d'action, sensibiliser le personnel et puis suivre bien évidemment l'état de santé de salariés. Et j'en ai pas parlé, mais vous avez également tout un tas de subventions possibles auprès de la CARSAT sur le risque chimique. Donc je vous ai sorti les panoramas du risque chimique, enfin les panoramas pardon, les panoramas des subventions de la CARSAT Bretagne valables en 2026 incluant le risque chimique. Et c'est vrai que merci de l'avoir rappelé qu'on n'est pas dans le contrôle, hein, qu'on est vraiment dans l'évaluation et dans l'accompagnement des adhérents, ce qui n'a rien à voir comme démarche et comme finalité dans le travail. On est juste partenaires, voilà. Donc maintenant, on laisse place à les échanges, on a un quart d'heure ensemble, donc pour répondre à vos interrogations, sur les sujets, qui peuvent vous animer sur le risque chimique.